Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Vendredi 18h, dimanche 17h, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Point 7. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de l'actualité et bien sûr le sujet qui tient le haut du pavé, c'est cette annonce du chef de l'État, le président Patrice Talon, au cours de son séjour dans l'Hexagone où il annonçait donc à ses hôtes que le contrôle des naissances devrait commencer d'ici là au Bénin. Alors on se pose la question de savoir c'est pour quelle faisabilité, comment va-t-il y arriver, surtout dans un pays comme le nôtre où l'enfant est considéré comme la richesse. On en parle dans ce studio dans un instant. Nous allons également parler de cette réforme poursuivie par le Conseil des ministres, notamment de cette semaine, qui a annoncé également la fusion entre le CNHU Hubert Kutukumaga de Cotonou et bien sûr l'hôpital militaire des armées, l'hôpital des armées Kangezo. Est-ce que c'est une réforme salutaire? Les débatteurs en studio en parleront et le chapitre politique s'invitera également dans ce débat. Paul Rompé, le chef de file de l'opposition, secrétaire général de FCBE, les Forces Guerrières pour un Bénin émergent, a appelé le week-end dernier au rassemblement. Le grand rassemblement au niveau des forces de gauche, si on va dire, l'opposition. On se demande si vraiment l'opposition va en tirer un grand profit. Quel bénéfice pour l'opposition? Voilà les trois sujets au rôle de notre rendez-vous d'aujourd'hui. On va rester national. Julien Kitty, bonsoir. Bonsoir Péggy Ludovic Dawa. Je vois le juriste qui retrouve ses vieilles amours. Quand je suis heureux quand vous dites les trois sujets au rôle. J'ai l'impression que c'est une cour d'assises qui va s'ouvrir. Ce n'est pas moins parce que parfois on se retrouve au banc des accusés selon qu'on prend telle ou telle position. Mais l'essentiel est qu'on se donne des coups par ici, on finit par s'entendre. Ouais. On finit pas s'entendre, que ce soit en studio ou hors du studio. Non, mais Julien Kitty, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à des moments donnés, vous prenez quand même l'allure de juge. Et, oui, mais à des moments donnés, lorsqu'on a fini, vos sentences sont sans appel. Oui, mais lorsqu'on a fini d'émettre les hypothèses, de faire les recoupements, de rassembler les éléments qui permettent d'aller vers les presque certitudes, eh bien, on peut, ne serait-ce que pour limiter l'avancée des idées saugrenues, il faut parfois imposer une certaine vision, une certaine vérité, parce que même si la vérité universelle n'existe pas, chacun tend vers sa vérité. Eh bien, il faut quand même accepter, consacrer les évidences et comme étant la marque des gens qui ont compris que la logique doit être universelle, même si chacun a sa vérité. On peut pas faire toutes les démonstrations et retenir que mon bonnet il est vert. Et puis après, quelqu'un se lève pour dire comme par incantation, c'est blanc et il veut qu'on l'accepte aussi. Il faut pouvoir lui dire messieurs, vous avez un souci. Vous êtes à côté de la plaque. Voilà. Il faut le lui dire gentiment. Voilà. Il faut se donner, comme j'ai l'habitude de le dire, là aussi, des licences pour lui dire, écoutez, on est à une étape où il faut pas refuser de réfléchir. Il faut éviter ces genres de choses. Alors aujourd'hui, vous avez une grande chance. Vous ne le soupçonnez pas. Pourquoi? Parce que je me retrouve seul face à vous. Vous êtes seul, ici. Non, c'est pas une dans chance, ce studio. s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas une chance, c'est plutôt... Oui, mais parce que vous n'avez pas de contradicteur. Il n'y a pas un deuxième invité. Alors. C'est plutôt,
une lourde responsabilité, c'est plutôt une surdose d'étreinte intellectuelle pour moi, parce que il faut... Vous savez, moi, j'aime... si j'étais un avocat, je serais très heureux parce que je vais aimer plaider, je vais aimer... Parce que, comme le diraient les plus grands avocats du monde, défendre, c'est attaquer. Et quand vous avez un contradicteur, je vous assure, ça allume votre cerveau, ça vous demande une présence d'esprit de la première à la dernière seconde, donc de l'émission, de l'exercice, et ensuite, ça vous passionne, parce que, vous savez, moi, je me guéris le palu en me donnant la possibilité, pourquoi pas, de voler dans les plumes d'un contradicteur qui commet l'erreur d'ouvrir des brèches, de mauvais raisonnement ou de raisonnement plus ou moins tordu. Donc, pour moi, j'ai plutôt aimé quand c'est chaud par ici. Mais on essaie. Je sais que vous savez vous transformer aussi en contradicteur. Vous n'êtes pas toujours dans la position. J'allais vous dire, j'allais vous rassurer tout de suite. Vous n'êtes pas toujours dans la peau de poseur tranquille, docile et sage de questions. Bah, je serai loin de la plaque, s'il vous plaît. Ouais. Vous le savez très bien. Je vous ai dit, je fais mienne cette pensée de ce philosophe, n'acceptez rien de vrai sans l'avoir passé au crible de votre raison. Ben voilà. Donc merci beaucoup. Moi. Vous n'avez pas à vous désoler du tout alors. La contradiction, vous l'aurez. D'accord, merci. Et à la mesure de l'attaque. Et je suis prêt pour l'affrontement intellectuel. Alors je suis toujours, gentil avec vous, puisque je vais vous laisser quand même le soin, ce n'est jamais encore arrivé par ici, de choisir par où on va commencer. Je vous ai annoncé les 3 thèmes. Les 3 sujets au rôle. Ouais. Non, mais bon, je sais que de votre auguste cour, d'accord, votre griffe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Alors, beaucoup. Je demanderais à ce que vous me donniez acte de ce que à la question de savoir par où je souhaite que nous commencions. Eh bien, ça m'est venu à l'esprit, comme au pifomètre, comme ça, de dire, commençons par le sujet qui me paraît le plus bizarre, moi, j'ose le dire comme ça, contrôler les naissances. Bon, je dis, est-ce que c'est la priorité? Mais puisque la question de développement implique beaucoup de choses, y compris donc la maîtrise de la démographie également, les questions de planification des naissances, parce que l'État a des priorités, a des défis, un devoir régalien, et il faut évidemment envisager que les populations, les citoyens puissent aider l'État à les aider. Maintenant, après, dans l'opérationnel, comment ça va se passer? Donc, je préfère qu'on commence par là. D'accord. Et voilà. Alors, je vous demande, puisque tout à l'heure, hors micro, je confie cette anecdote-là aux auditeurs. Vous me disiez un bon Wachi, alors que je vous demandais quelle heure il ferait. Oui. Le bon Wachi, lui, il prend pas la montre pour voir l'heure. Mais oui, je vous dis, vous demandez non, mais laissez-moi y aller. Laissez-moi finir. Oui. Mais que c'est beaucoup plus pour son apparat, son habillement. Alors, est-ce que l'enfant, c'est une richesse ou pour vous c'est un devoir et puis le problème est réglé? Un devoir de postérité. Je pense foncièrement que l'enfant est une richesse. Parce que l'enfant c'est un homme. L'enfant, l'adulte, la mère, le père, c'est la même enveloppe charnelle. C'est la même constitution classique. C'est au-delà, donc on rentre sur le plan spirituel. C'est un être identique, différent de tous les autres qui existaient. Qui donc a une mission. C'est un patrimoine génétique. Très bien. Et donc, à partir de ce moment, puisqu'il n'a pas d'égal, puisqu'il n'a pas de remplaçant existant ou à venir, il est utile. Maintenant, quand est-ce qu'on le fait venir? Quand est-ce que on traite son corps charnel comme courroie de transmission pour qu'il vienne sur la terre des hommes? Est-ce qu'il ne faut pas planifier parce que nous avons une responsabilité par ici pour, dans ces années de faiblesse, d'accord, physique, l'aider à retrouver le chemin de la conscience, le chemin de la responsabilité pour accomplir la mission pour laquelle il ou elle est venu sur Terre.
voilà, il faut voir si les parents en ce moment n'assument pas ses responsabilités. L'enfant peut tomber dans les déviances, l'enfant peut devenir un problème pour la société. Mais puisque la richesse, le bonheur, la positivité, tout ce qu'il y a de grand, de bien dans le monde a toujours sa face mauvaise, donc pile ou face, toute la vie est comme ça. Toute la vie est diable et Dieu qui se côtoient pour que celui en qui les deux se retrouvent n'aille pas dormir sur ses lauriers, sache que c'est dans l'action on retrouve le Nord. Eh bien, pour moi, l'enfant est une richesse. Tout est dans la manière dont on entretient cette richesse après pour qu'elle serve. Et d'ailleurs, moi, je vous dis, vous savez que l'un de mes noms que j'adore bien, mais que j'utilise pas beaucoup, c'est Viassi. C'est Viassi, ça, et Vioassi. Ok. C'est-à-dire, on vous respecte à cause de votre enfant. D'accord. Et vous savez, je vous fais l'anecdote que moi, vous allez dans mon village natal, vous allez à Guézin aujourd'hui, vous abordez n'importe comment ma génitrice, ma mère, une jeune fille de bien plus que 85 ans. Et si vous l'abordez et que vous lui parlez mal, ou bien vous la narguez, vous lui dites ce que vous ne devez pas lui dire, mais s'il y a 10 personnes qui passent par là, vous allez avoir 8 qui vont vous dire, mais est-ce que vous connaissez ces enfants? Rien que ça. D'accord? Et c'est l'enfant qui est le père de l'homme. C'est l'enfant qui perpétue après toutes les valeurs que vous portez. Je sais avec quelle fierté, vous, Peggy Ludovic Dagba, vous rappelez quand nous sommes ensemble en train de nous offrir le plaisir d'avaler quelques gorgées de ce que vous savez, mais vous n'avez pas souvent craché sur votre plaisir à raconter les anecdotes autour de votre père, feu père, de regretter mémoire, feu Monsieur Dagba, vous dites qu'il était... Voilà. Et donc, si vous n'étiez pas là, mais après, est-ce que si vous n'étiez pas là, ça aurait été un problème pour vous? Non, puisque vous ne seriez pas là. Si vous n'étiez pas là, que serait sa maison à lui? Mais au-delà de l'intérêt particulier du cercle, du microcosme familial, et vous êtes en train de travailler là maintenant, c'est pas du fait de votre père que vous travaillez. Il a œuvré pour que vous sachiez faire quelque chose. Mais c'est beaucoup plus travailler pour perpétuer son âge. Très bien. Maintenant, si nous sommes tellement nombreux qu'il y a beaucoup qui savent faire quelque chose, mais qui ne peuvent pas être employés. Donc, ils vont se retrouver sans rémunération, qui vont se retrouver sans de quoi vivre. Alors qu'ils ont le droit et d'avoir la même envie d'être fiers comme vous, d'honorer leur famille. Donc, je pense que le débat est à ce niveau. Mais puisque le débat s'est occidentalisé, ça a fixé, quand vous faites le tour dans le monde, toutes les études montrent aujourd'hui que la notion de planification des naissances a été conçue, a été promue, des projets ont été conçus et financés par l'Occident. Ce sont les perversités. D'accord. Ce sont les perversités un peu du côté développement. Voilà. On est obligé de tenir compte du coût. Voilà. Alors que ce qui était franchement banni, on va dire, de nos sociétés, sociétés africaines. Je pense que dans la conception du développement à l'occidental, on a regardé l'Afrique comme une terre de gros paresseux. Une terre de gros paresseux, de gens qui ne veulent pas travailler beaucoup. Et donc, quand qui s'amusent et qui passent leur temps à s'amuser, voilà, à danser, à fêter et à faire des enfants. Oui, mais puisqu'il s'est trouvé des Africains aussi de grande notoriété qui ont prêté flanc à cette thèse. Parce que l'un de ces personnages, ces personnalités que j'ai beaucoup aimé sur toutes leurs puissantes œuvres littéraires, intellectuels, mais qui m'ont déçu qui m'a déçu par cette seule phrase que j'ai eu du mal à digérer jusque-là. C'est Léopold Sédar Senghor, le grand académicien et ancien chef d'État sénégalais, qui a dit que l'émotion est nègre et que la raison est laine. Ça dit que l'Africain n'est vu que comme celui qui est dans les émotions, qui danse, qui trémousse et qui reste là et qui s'émeut. Alors,
de la même manière. Mais autorisons-nous 5 secondes. Hein. Quand vous prenez la Chine, vous n'allez pas voir ça. C'est la conception différente du développement. Excusez-moi, Julien Kitty, autorisons-nous 1 à 2 minutes rapidement pour nous demander s'il n'a quand même pas eu raison. Quelque part, l'Africain réagit beaucoup plus à l'émotion qu'avec la raison. Non, c'est quand vous le comparez. Non, mais non. Dans l'agir intrinsèque. Non, ces émotions. Observons-nous, sortons de nous-mêmes et regardons-nous de loin. Non, je vous dis quelque chose. Oui. Je vous dis quelque chose. Ces émotions étaient là, d'accord, dans l'ancienne Afrique, la vieille Afrique. Ces émotions étaient là lorsque l'écriture était inventée en Égypte. Mais il s'est trouvé des gens pour apporter l'écriture promue pour dire qu'elle est occidentale et que toute la civilisation africaine est orale. D'accord? On a fait des décennies, même des siècles avant que des chercheurs comme Cheikh Anta Diop, africains, démontrent que, l'écriture était d'abord africaine. Alors, ces émotions étaient là lorsque le développement agricole, malgré les moyens archaïques qui existaient avant, était à un très haut niveau en Afrique. Et l'Afrique était riche. Alors, ça veut dire que l'Africain qui sait bien cultiver la terre, qui sait travailler, et d'ailleurs dans l'ancien temps, vous ne pouviez même pas rêver avoir une fiancée ou constituer un foyer si vous n'avez réussi à démontrer que vous savez travailler, vous savez chercher l'argent et que vous êtes en capacité de prendre soin d'une femme et des enfants. Et donc, les enfants qu'on faisait en ce moment étaient regardés même comme l'accroissement de la main-d'œuvre familiale et communautaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allez demander au docteur, à l'agronome docteur Adjibade de l'Okosa, qui a démontré, qui fait un doctorat en agronomie, quand il finit, il dit, mais tout ce qu'on lui a appris, l'a éloigné, l'essentiel de ce qu'on lui a appris, ça l'a éloigné de la réalité de sa famille, de son milieu d'origine, qui était le vrai développement. Par exemple, on lui a appris qu'on ne peut pas élever tel ou tel animal là ensemble. Alors qu'il dit que là où lui a grandi, le chien, le chat, les canards et autres là restaient dans la même maison, mais se développaient et ça permettait d'avancer. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Et il démontre que tel que l'école, le système éducatif est conçu, que on enlève l'enfant béninois qui veut étudier, puisque le système éducatif qu'on lui présente ne correspond pas à sa réalité, eh bien, on le vole, c'est comme ça il en parle, on le vole à la terre. Pour l'instruire. Pour 20 ans. Minimum. Pour lui donner, oui, parce que le cours primaire là, le secondaire et l'université jusqu'à 4 ans au moins. Et pour lui donner un papier qui dit que il est diplômé. Mais qui malheureusement ne lui apprend pas à travailler la terre. Même pas de quoi il va se nourrir. Et il va faire quoi? Il attend qu'on le recrute pour faire un travail pour lequel il va être payé avec l'argent produit par ceux qui sont restés à produire. Du coup, on se tourne vers l'étranger qui a besoin de l'aide au développement. Tout ce qu'on appelle l'aide au développement, tout le monde, tous les grands chercheurs savent que ça appauvrit. Et donc, qu'on dise que l'Afrique est dans l'émotion tout le temps, nos émotions font partie de notre culture. Maintenant, si quelqu'un est dans les émotions parce qu'il est paresseux, il est dans l'exagération pour ne pas se donner le temps du travail créateur de richesse, ça c'est un autre problème. Et donc, je pense que le problème est global. Si on limite les naissances aujourd'hui, bon, c'est une bonne chose. Il y a déjà les méthodes de planning familial qui sont promues. Ça aide aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des familles, des femmes et des hommes qui, naturellement, sans qu'on leur mette la pression, eux-mêmes disent on ne fait plus beaucoup d'enfants aujourd'hui. Vous et moi, on ne peut plus faire quand même 10 enfants. Non, c'est fini. Est-ce qu'on a eu besoin de venir sortir une disposition pour limiter les naissances? Et je ne crois pas que le chef de l'État béninois, en parlant, est en train d'envisager que on sortirait une loi pour dire si vous avez plus de 3 enfants, vous irez à la criette. Non, je ne pense pas que le chef de l'État soit dans cette logique. Il faut donc que nous comprenions, et c'est comme ça que moi je comprends les propos du chef de l'État dans ce sens, c'est de dire nous allons réfléchir dans ce sens également. Ça peut être qu'on fera un plaidoyer pour que le plus grand nombre de Béninois
comprennent pour leur propre intérêt qu'il faut aller vers la limitation raisonnable du nombre d'enfants. Si c'était un sujet tabou, il faut commencer par en parler maintenant, non pas regarder ça comme la manière dont Emmanuel Macron en parle. Parce que quand lui dit... Ce qui étonne, c'est quand même cette façon-là que le chef de l'État a eu à aborder la question. Et pour la toute première fois qu'il en parle, c'est dans l'Hexagone qu'il le fait. Est-ce que là, ce n'est pas un peu tiré par les cheveux ? Personne n'a jamais soupçonné une telle idée pouvant venir de sa part. Je pense qu'il ne faut pas sortir les propos du chef de l'État de leur contexte. Le chef de l'État était dans une discussion, était dans un exercice de marketing. Ouais, mais il avait bien dit que d'ici à là, que son gouvernement allait prendre des mesures pour que ceci entre très rapidement, en application. Oui, mais le problème, est-ce qu'il le disait en donnant l'impression que, il viendra simplement dicter sa loi à tout le monde ici et que les Béninois n'auront aucune volonté? C'est quand même que même si ça doit passer par une loi, ce sont les députés béninois qui vont y réfléchir. Ça veut dire que ce n'est pas ça. C'est le pourquoi de ce thème, surtout de cette question. Quelle faisabilité, en fait? Oui, faisabilité. Parce que ici, vous avez parlé de faisabilité. Ça veut dire qu'il y aura des équipes, d'accord? Il y aura des équipes de scientifiques, des sociologues, des chefs traditionnels, des gens qui sont des spécialistes, des géographes, qui sont spécialistes des questions de démographie et d'économie, qui vont pouvoir réfléchir à la question. Est-ce que vous voyez ce chantier-là, vraiment réalisable? Moi, j'estime le chantier est réalisable. Comment? Non, le chantier est réalisable. Qu'on décide de dire, oui, vous, monsieur Béninois, vous n'allez plus dépasser 5 enfants. Vous n'allez plus jamais dépasser 4 enfants. Le chef de l'État n'a pas encore dit ça. Vous pensez qu'il peut le dire, on peut le dire sur Ne lui prêtez pas des intentions sur la manière dont ça va se faire. Oui, mais contrôle, c'est contrôle. Oui, mais contrôler. Ouais, contrôle, c'est contrôle. Vous ne devez pas dépasser telle limite. Maintenant, tout est dans la limite. Il faut voir le chef de l'État. On dit contrôler ne signifie pas limiter. Ah, pourquoi? Contrôler, c'est s'entendre. C'est aussi s'entendre. Ça, c'est une nouvelle académie. Hein. Oui, contrôler, tel que vous l'entendez, ne signifie pas seulement vous seul, vous éditez des règles, des limites et vous dites, vous ne franchissez pas, j'ai décidé. Contrôler, ça peut signifier aussi s'entendre avec les autres sur les limites raisonnables. Et la limite peut ne pas être chiffrée. On peut dire, par rapport à notre niveau de développement, par rapport à nos perspectives, est-ce que si un enfant fait des simulations, si une famille a plus de 5 enfants aujourd'hui, quels sont les problèmes? D'accord? Pourquoi on en arrive à fixer le SMIC, par exemple, le salaire minimum? Oui, on sait au moins que l'argent vient de quelque part. Et celui-là ne peut avoir la capacité de payer plus que tel. Très bien. À partir de ce moment, si l'État est allé jusqu'à dire les cautions pour la location des appartements, il faut réglementer pour soulager le citoyen. Ça veut dire que on connaît à peu près le pouvoir d'achat de ce citoyen. Mais je jure quelque chose. Quoique le sujet pour moi, s'il était à la place du chef de l'État, ce ne serait pas une priorité pour moi. Mais j'essaie de comprendre quand le chef de l'État en parle. Je dis contrôler peut signifier encadrer. Contrôler peut signifier s'entendre avec les citoyens de ce que, dans leur intérêt, nous devons nous contrôler. Et le chef de l'État, très bien, le chef de l'État n'est pas en train, selon moi, de parler là en tant que Patrice Talon. Je pense qu'il parle au nom du peuple béninois, qui dit aux autres, nous prenons des dispositions pour que ce qui peut être quelques freins immédiats ou lointains à l'objectif que nous voulons atteindre ensemble en tant que partenaires économiques, eh bien, nous prenons des dispositions pour que ces balises-là soient mises. Ça ne veut pas dire que pour l'intérêt des opérateurs économiques français, pour l'intérêt du peuple français et de l'Occident, eh bien, on viendrait couper la tête à des couples béninois qui vont dire on veut avoir 5 enfants et plus. C'est l'impression qu'on a. Par exemple, c'est les soupçons qu'on a. Vous savez que l'État, vous savez que l'État a obligation, par exemple, a des obligations vis-à-vis des foyers,
par des parents d'enfants qui sont reconnus par l'État, qui souscrivent à la sécurité sociale. Mais ce n'est pas les mêmes complications ou les mêmes contraintes pour l'État quand c'est 10 enfants que quand c'est 5. Mais je dis l'idéal. Peut-être qu'on envisage ça comme ça de façon chiffrée. Mais l'idéal, si moi j'étais invité à ce débat, à cette discussion, à cette réflexion, je dirais ne sortez pas de chiffres. Parce que quand vous sortez de chiffres, ça peut marcher en Occident. Mais ici, ça choque, ça provoque toute une culture. D'accord? En plus de donner l'impression, les gens vont, qu'est-ce que le Béninois regarde? Il dit, mais vous n'allez pas vous imposer à moi jusqu'à vous imposer à moi dans mon intimité. Parce que le Béninois, l'Africain, vit, je vais être un peu cru, la production d'enfants aussi comme un droit intime à lui, qui ne regarde personne. Vous vous souvenez un peu de la réaction populaire qui a accompagné les propos de Emmanuel Macron en son temps. Voilà. C'était carrément... Mais je pense que... les gens lui ont rappelé des origines. Je pense que c'est beaucoup plus parce que c'est Emmanuel Macron qui l'avait dit que ça avait suscité autant de réactions. Alors, si c'est un Africain, c'est un Béninois, comme c'est le chef de l'État béninois qui en parle, on suppose que, étant Béninois de père et de mère, il saura en parler avec les Béninois pour que, avec les moyens béninois, avec la méthode béninoise qui nous ressemble, qui ne nous pressure pas, ça va pouvoir se régler. Tout compte fait. Donc tout dépend selon vous de l'acte, de l'aspect et de la façon de présenter la chose. Maintenant, j'estime avec vous aussi que peut-être qu'il y a eu des questions dans ce sens. Parce que je n'ai pas pu, et ça j'en fais l'aveu à ce micro, je n'ai pas pu, de par mes recoupements, déterminer si c'est le chef de l'État lui-même qui a pris sur lui spontanément la volonté d'en parler, ou si on lui a posé une question, parce que nous avons des comptes rendus traités. Donc, non, mais tout le monde connaît la perception, en fait, de l'Occident, en fait, de ces maternités un peu trop abondantes à leur goût. Oui. Alors, mais ici, au Bénin, donc, c'est tout à fait normal que cette frayeur puisse traverser les esprits. Oui, mais pourquoi? Quand c'est leur chef de l'État même qui embouche cette trompette. Oui, surtout qu'il n'a rien précisé par rapport aux canaux par lesquels il va y arriver. Le chef de l'État ne pouvait pas non plus, à une occasion comme ça, donner tous les détails sur comment ça va se faire et tout. S'il donnait tous les détails sur comment ça va se faire, vous auriez vu ça également comme une manière de s'imposer à tout le monde. Faisons des projections. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'on limite les enfants dans un foyer à 5, par exemple? Parce que ce serait la moyenne. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, je vous ai dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut limiter dans l'intention. Moins que nos parents, nous autres, nous sommes enclins à faire le moins d'enfants possible. Voilà. Vu les coûts. Déjà qu'il y a cette tendance-là. Des temps modernes. Déjà qu'il y a cette tendance-là, je pense que moi, je m'empresse de faire mes propositions. C'est que on peut limiter, mais dans l'intention. Pas limiter dans des dispositions légales, par exemple, contraignantes. Punitives. D'accord? Donc, il faut jamais en arriver à dire, on a sorti une loi pour dire, vous faites 5 enfants et demi, vous êtes passible de condamnation. Non, il faut pas en arriver un peu comme ça a été le cas en Chine. Très bien. Alors, et même quand nous prenons l'exemple de la Chine, pourquoi en Chine, ça a été accepté? Ça a été accepté parce que en Chine, il y a un régime qui parle et on exécute. Ça, c'est un. Deuxième chose, en Chine, la Chine a d'abord laissé pendant longtemps son peuple... La procréation à outrance. Et finalement, la Chine a travaillé en limitant, en prenant des dispositions pour limiter les naissances. La Chine a travaillé à mettre au travail, excusez-moi la tautologie, tous les citoyens, si nombreux qu'il avait. Et la Chine avait développé un nationalisme extraordinaire. C'était au superlatif. Les Chinois vivent avec les Chinois travaillent pour les entreprises chinoises. Les entreprises chinoises vont à l'extérieur pour travailler. C'est des Chinois qui sont exportés, excusez-moi l'expression, pour y travailler. Et la Chine aujourd'hui est devenue grande puissance économique en transformant cette démographie qu'on regardait comme exagérée en atout économique. Ouais.
Donc toute la différence est là. L'Afrique rien que par sa population, la Chine est devenue une puissance. Très bien. Parce que l'équation c'est quoi? C'est une règle de 3. C'est comme ça on appelle ça en mathématiques. Une règle de 3. Vous avez un être humain qui est donc qui est constitué de bras valides, qui peut produire la richesse s'il travaille. D'accord? Donc, beaucoup de citoyens, une forte démographie, un fort taux de développement économique. Mais un fort taux de démographie, citoyens, pas trop travailleurs, pas tous travailleurs, sous-développement économique. Vous comprenez? Donc, là où vous avez le fort taux de démographie, il faut mettre tout le monde au travail. Et vous développez. C'est-à-dire qu'il faut générer des ressources. Et cela absolument provient du travail de tous. Donc, il faut que on en arrive, la riposte qu'on peut donner à cette solution par défaut, de dire on limite les naissances, eh bien, c'est de travailler. Mais est-ce que dans la tête du président béninois et d'autres chefs d'État qui réfléchissent certainement, est-ce qu'ils ne se disent pas sur combien de décennies, sur combien de siècles on en arrivera à transformer notre système éducatif, à transformer nos mentalités, à transformer nos convenances jusqu'à ce que les peuples africains qu'on a éloignés, les peuples africains qu'on a éloignés de leur terre, de leur richesse, à coup de religion, de torsion et contorsion religieuse, à coup de manipulation religieuse et culturelle, académique, spirituelle, tout, eh bien, il faut combien de siècles pour que ces peuples-là retrouvent toute la puissance dont il faut investir le travail. Aujourd'hui, regardez, je ne veux pas dire de blasphème dans ce studio, mais regardez comment en Afrique, il y a plus de temples, d'églises, d'accord, de mosquées et d'autres lieux de culte que d'entreprises, que d'industries, que de lieux où on travaille pour satisfaire des besoins vitaux, gagner de l'argent et être à l'abri du besoin. Voilà. Et donc, vous allez dans d'autres pays occidentaux, pour moi, ils sont pas forcément de meilleure culture que nous, mais la différence c'est ça. Oui, mais est-ce que ce qui gêne ici, est-ce que c'est... Et c'est quand les gens n'ont plus la force de travailler que vous les voyez à l'église ailleurs. Est-ce que c'est pas la marche forcée qui gêne dans la matière dont nous discutons là? Oui, la marche forcée gêne et gênera. Les déclarations du président Talon, dans les comptes rendus qui ont été faits, c'est légitime de la part d'une certaine opinion de se dire mais on suppose que c'est pas la marche forcée là qui vient. C'est pas qu'on viendra au détour d'une loi votée au palais des gouverneurs presque nuitamment. On nous dira on va se lever un matin et on va nous dire allez, c'est parti. À la limite, mettez si la loi était rétro, on votait la loi, on disait qu'elle était rétroactive. Ça veut dire que même des femmes qui seraient enceintes, on va devoir leur dire faites tout pour ne plus être enceinte parce que vous aurez déjà atteint la limite qui a été décidée. Bon, et puisque la loi dispose pour l'avenir, on estime que s'il en verrait malheureusement qu'on décide de limiter à un chiffre donné, ceux qui étaient déjà à ce chiffre-là, ils vont simplement ranger les clics et claques. Vous comprenez, suivez mon regard. Tout ce qui permet d'en arriver à une grossesse, tout le monde va se ranger. Il faut mettre les cadenas. Voilà. Et donc, moi, je n'ai... Au même moment, vous en aurez fini avec ce Au même moment où je suis pour que les gens expriment leur appréhension, je n'ai pas pris le risque de penser que ça va se faire à marche forcée. On va décréter que, surtout, on n'ira pas à une phase où on pourra interpeller quelqu'un, le traîner devant les tribunaux, parce que sa femme aurait fait la 5e, la 6e, la 7e. Parce que à cette allure, on en arrivera à dire que il faut avoir tel nombre de femmes, alors qu'il y a des gens il y a encore des Béninois qui estiment que ils ne trouvent le bonheur
en étant entouré Merci beaucoup. de beaucoup de femmes à la maison. Et qui dit beaucoup de femmes dit beaucoup d'enfants. Voilà. C'est subséquent. Alors, Julien Kitty, on va continuer notre route et parler maintenant de l'actualité politique. Tout le monde a suivi cette semaine, la semaine écoulée, surtout le week-end, au cours de leur 2e congrès ordinaire, la FCBE, et bien sûr leur président ou secrétaire général national, appelait à l'union sacrée au sein de l'opposition, un grand rassemblement, pourquoi pas un bloc pour l'opposition. Cela a fait sourire certains, d'autres se sont posé des questions déjà que, on a vu le RLC se fondre dans la FCBE, dont le président, notre ami Irénée Agossa, voilà. Mais vous vous rappelez très bien, j'avais dit dans ce studio que je crois que c'était dans un débat où il y avait Yves-Patrick Locro ici, j'avais dit Irénée Agossa. J'ai jamais compris pourquoi il a cru devoir faire l'escale de l'enregistrement au ministère de l'Intérieur d'abord, avant de revenir assurément. Il allait en arriver là. Vous avez raté de rappeler que j'ai été presque prophète sur cette question, qu'il reviendrait être obligé de se mettre ensemble avec les autres. Dès le lendemain, j'ai compris que c'était pour avoir peut-être le titre de chef de parti politique. Dès le lendemain de l'avènement de son parti, il avait dit quand même. Il avait préparer les esprits à ça. Oui, mais pourquoi aller faire enregistrer parti politique d'abord pour être compté parmi le nombre de partis? Parce que chez vous ici, quand on vient un individu, vous ne prenez pas les gens en compte. C'est quand les gens viennent en groupe organisé que vous leur accordez toute la confiance ou toute l'importance qu'il fallait. Il est béninois, il a vécu tout ça. Bon, ok, maintenant on lui a déjà accordé toute l'importance, non? Au moins il est venu en tant que parti politique. Il a été accueilli en tant que parti politique. Il a été accueilli en tant que chef de parti politique par le FCBE, dont le numéro 1 est le tout-puissant et grandissime chef de file de l'opposition, dont le charisme s'impose à tous les acteurs politiques. Pourquoi cette inflation de qualificatifs à son sujet? Paul Oungpé, pour ne pas le nommer. Il n'est que le chef de l'opposition. Il n'est pas que le chef de file de l'opposition, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques qui se réclament de l'opposition. Ouais, mais qui ne le sont pas. Il y en a qui croient même que... Ils ne le sont pas. Il y en a qui croient même que ils ont plus d'étoffe que Paul Oungpé, et que le leadership est plus vendable. Vous voulez parler de qui? Mais je pense très sincèrement que vous le veuillez ou pas, Paul Oungpé, notre pays a peut-être le chef de file de l'opposition qu'il mérite. Qu'il mérite. Ou bien qu'il s'est donné. Qu'il mérite. Je m'obstine à dire qu'il mérite. Ah ouais? Et c'est un dessin alors. Qui veut comprendre comprendra. Est-ce que et maintenant vous auriez bénéficié de ces faveurs ou bien seriez-vous en train de loucher? Pas du tout. De son côté. Pas du tout, parce que il y a jamais rien. Non, pas du tout. Ce qu'il est Paul Oungpé, je pense qu'il a un problème lui-même. Il se bat comme un beau diable pour non seulement porter le manteau du chef de file de l'opposition. Il a tenté désespérément de rallier les acteurs clés de l'opposition, parce qu'il y a les partis politiques, mais il y a les figures de proue de l'opposition. Je ne vous le fais pas dire. Les figures de proue de l'opposition. Vous qui désavouiez il y a 5 secondes ceux qui pensent avoir plus d'étoffe. Non, c'est vous qui avez pensé que j'étais en train de les désavouer. J'étais plutôt dans une démarche socratique. Ah ouais? Je voulais pas accoucher les idées. Bon, voilà. Et donc, non, je pense que Paul Oungpé a eu le titre, d'accord, mais ce qu'on attendait d'un chef de file de l'opposition, peut-être que naturellement, il n'a pas eu le temps de se faire la carapace, l'étoffe de celui qui tracte le titre de chef de file de l'opposition qu'il venait d'avoir vers le haut. C'est le titre qui devrait le tracter lui, parce que lui, il n'était pas connu comme l'un des plus grands, monsieur, les gros cylindrés de l'opposition, Patrice Talon. On l'a découvert un matin avec Yahi Boni, qu'il a pris de son beau-père pour le faire ministre. Ministre des enseignements, pour le faire ministre. Et puis dans un contexte où on sentait que c'était vraiment pour
régler des comptes à des gens comme Mathurin Nago, faisons les analyses en appelant les noms comme ça, puisque l'histoire renseigne précisément là-dessus. Mais après, quand vous avez été promu dans ces conditions-là, vous travaillez vous-même à vous faire une étoffe. Mais malheureusement, contre son gré, certainement, il y a eu des événements dans son parcours qui ne l'érigent pas finalement, qui n'érigent pas son leadership. Mais est-ce que c'est pas le contexte? Est-ce que c'est pas le contexte qui explique la chose? Non, lui-même aussi a raté le coach quelque part. C'est que à partir du moment où il a pris le titre de chef de file de l'opposition, on ne s'attendait pas. Il a pris le titre, ou bien il est devenu par la force des choses. Oui, c'est quand même le seul parti qui respectait les conditions. Vraiment les règles. D'accord, d'accord. Donc la loi a été respectée. Ouais. C'est légalement le chef de file de l'opposition. Mais après, il faut aller vers la légitimité. Et ça, la légitimité, mais c'est pas la loi si c'est pas retrouvé du bon côté où il fallait pour avoir en fait l'adhésion des autres acteurs clés de l'opposition dont vous parlez. Oui, mais il y a des sa position aujourd'hui, franchement, ne l'y aide pas. Mais quelle est sa position aujourd'hui? Vous avez entendu sur nos antennes dimanche dernier Nadine Okumassou le dire. Oui, mais écoutez... Est-ce que vraiment c'est la véritable opposition qu'il incarne? Oui, mais... Puisque vous avez parlé tout à l'heure, lorsque les gens disent ça des acteurs clés. Lorsque les gens disent ça de lui, oui. Moi j'adore quelque chose. Les autres sont autorisés à dire de vous ce qu'ils pensent. Ouais. Ils sont autorisés, j'ai dit. Vous avez le devoir de dire ce que vous êtes. Mais le contexte. Et en temps réel. Non. En quoi le contexte peut-il l'y aider? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Il y a la semaine dernière seulement que son parti a fait, je crois, un conseil national oui, c'était le week-end. Du côté de l'Okosa. Oui. Vous savez que le fait que Paul Onkpé ait pris la parole pour faire un certain nombre de critiques sur certains sujets concernant le gouvernement et qu'il dénonce certains membres dits de l'opposition qui ne joueraient pas franchement le jeu, qu'il ait pu les critiquer ouvertement et vertement. Vous savez que ça est devenu un événement. Ça a été un événement. Le simple fait que ça soit un événement montre que il n'était pas vraiment... Parce que quand un opposant qui a du charisme d'opposant, chef de file de l'opposition, qu'il critique le gouvernement, mais vous l'avez dit. Ça ne devrait pas être un événement. Si c'est un événement, ça veut dire qu'il était attendu sur ça. Et au point où certainement des conseillers politiques lui ont dit, Monsieur Onkpé, à quelques encablures d'une échéance électorale, où vous pensez que votre parti va avoir comme thème de campagne des éléments producteurs d'une alternative ou vendeurs d'une alternative par rapport à ce que le gouvernement fait et que donc défendront les partis de la mouvance présidentielle, si vous restez là à vous accommoder du manteau, de l'idée, de l'image de chef de file de l'opposition qui offre sa passivité bienveillante au pouvoir, eh bien, vous n'allez rien avoir. Et je pense que il s'est réveillé, au bas mot, je ne dirais pas de son sommeil, mais au bas mot de sa somnolence, qui allait lui être préjudiciable. Mais est-ce qu'il a le temps? Est-ce que c'est pas une somnolence ou un sommeil voulu? Imposé peut-être? Donc, imposé par qui? Ben, vous savez dans quelles conditions il est devenu. Non, mais... C'est quand même... Non. N'ayons pas peur. Tests... N'ayons pas peur des mots, Julien Petit. Moi, je n'ai aucune peur des mots. Nous faisons un débat, comment dirais-je, une analyse à tête reposée, à tête froide. Vous savez dans quelles conditions FCBE a pu réussir à participer aux élections. Vous savez que c'était sans vraiment les ténors valables de l'opposition. Oui. À partir de cet instant, pensez-vous que, eh bien, la thèse qui serait défendue par ce dernier pourra facilement le légitimer, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous voulez dire alors, monsieur, aux yeux du public, aux yeux des populations que, eh bien, celui-là, il s'est mandaté pour défendre valablement leurs intérêts. Oui, mais est-ce que vous voulez dire alors, monsieur Dagba, vous voulez soupçonner que monsieur Onkpé soit à la tête d'une opposition instrumentalisée? Non, moi j'en ai pas les preuves. Moi je pense que j'en ai pas à la lumière. Il laisse peut-être laissez-moi finir cette image-là. Parce que les gens disent ça de lui-même, il ne dément pas, il ne dit pas. Mais voilà, on est obligé d'y penser. Bon, alors, donc c'est pourquoi nous sommes en phase lorsque je dis qu'il a manqué beaucoup d'occasions, tout au moins, de défendre son image. Et c'est là où moi je me demande si
ce n'est pas peut-être par respect à l'une des clauses imposées. Je ne vais pas jusqu'à parler de clauses imposées parce que pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons, M. Hunkwe, il est adulte. M. Hunkwe, il a occupé des fonctions. C'est les adultes qui établissent les clauses. Voilà, mais M. Hunkwe, il a occupé des fonctions qui devraient lui avoir permis de faire la crise de croissance et d'atteindre la maturité et le mental fort nécessaire pour être en politique à ce niveau. 3, M. Hunkwe n'a jamais dit que le manteau de chef de file de l'opposition, ça lui pèse et qu'il ne peut pas supporter. Il a dès les premières heures fait toute une tournée pour montrer que, comme on le dirait en milieu egungun, qu'il est Vodundaru. Il est donc, il a la capacité. Il voulait se faire adouber. Très bien. Alors, donc, malheureusement, ça a été un échec. Maintenant qu'on met les tam-tams, je voudrais que vous m'en donniez acte. Voilà, il faut que que cette tournée a été un échec. Bon, alors, donc, il n'a pas réussi. Je vous en donne acte et je pense que c'est l'une des raisons. Ça dit finalement, lorsqu'il a tenté, tout ce qu'il a tenté, pour se donner cette étoffe-là, ça a consacré ses faiblesses. Ensuite, son absence, son silence consacre davantage sa posture de quelqu'un qui se cherche. Mais néanmoins, chacun a son destin. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais en soi qu'il ait eu la chance d'être à ce niveau. Il a encore l'occasion de le jouer. Il a FCBE a eu des maires. Ma question on espère bien que FCBE aura des députés. Vous mais ce ne sera pas cadeau. Vous voyez un peu les parce sorts. que les partis de la mouvance vont se battre pour avoir et d'autres partis de l'opposition seront là. Vous voyez un peu les sorts qui ont été faits à ces maires-là et aux résidus, on va dire, de membres qui restent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres aussi qui sont entrés entre-temps et tout. Mais alors, ma question, et qui sera la question essentielle de ce chapitre, comment est-ce que vous le voyez réussir à rassembler autour d'elle, autour de FCBE, eh bien, les forces réelles, les forces vives de l'opposition, pour réaliser ce vœu? Je ne le vois pas le faire. Je ne vois pas, il peut en avoir légitimement l'intention, l'ambition, mais bon, toute ambition n'est pas réalisable. Il peut y avoir des signes avant-coureurs qui vous convainquent d'avance, avant donc le match, de ce que ça ne pourra pas se faire. Je ne suis pas en train de voir Paul Hunkwe réussir à cristalliser autour de lui des ambitions ou maîtriser autour de lui des ambitions d'un certain Éric Ondete à la tête du Parti Les Démocrates et même les jeunes nés avec les dents comme c'était Expérience TB, les Kourogonais pour le Parti Balai, moi je les appelle comme MPL. Ça. Je ne suis pas en train de voir, il y a d'autres qui viennent maintenant, il y a quelqu'un qui a fait son parti, il appelle ça Etiko. Bon, même si je trouve que c'est restricteur. Voilà. Nouvelle Force Nationale. Et puis, vous avez d'autres partis politiques qui sont là, qui sont en train de s'enregistrer. Alors, le simple fait qu'il y ait beaucoup de partis qui sont... Bon, je ne vois pas Paul Hunkwe réussir à convaincre Candide Azanaï à quitter sa logique de résistance extrémiste pour le rejoindre dans son... Là aussi, c'est une autre paire de manches. Mais voilà, c'est les deux extrémités. L'autre qui exagère donc à s'accrocher à sa résistance, qui se limite donc à des conférences périodiques et qui prône le boycott systématique du régime, de ses actions, de ses hommes, pour ne pas proposer une alternative. Après, Paul Hunkwe, lui, qui offre un plateau sérieusement amorphe, un plateau qui ne signale pas l'avenir. Alors que tous les chercheurs, tous les grands hommes qui ont enseigné le leadership disent être un leader, c'est servir. Et le verbe servir, vous le voyez, prenez-le verticalement, vous allez voir le S qui veut dire signaler l'avenir. Vous avez le E qui signifie engager les gens dans l'action. Vous avez le R qui signifie réinventer sans cesse, donc il faut réfléchir, sortir des choses. Vous avez le V qui signifie valoriser les initiatives et les succès. Vous avez le I, R, oui, servir, on est à V là. On va valoriser, nous allons à I, initier avec ceux qui ont les idées, qui n'ont pas
peut-être l'arme de l'action, et vous avez le R qui signifie rassembler les personnes autour de leur sens d'intérêt. Donc il faut avoir un leadership voilà, rassembleur, conducteur. Voilà, qui engage, mais qui signale l'avenir, qui signale la vision, qui dit voici là où on va. Parce que le leader, si tu ne dis pas là où on va, les gens vont te suivre pour aller où? Ils vont te demander où on va. Et s'ils se posent la question et que tu les empêches même de poser la question de là où on va, c'est qu'ils vont rester derrière toi. Qu'est-ce que qui va arriver? Ceux qui ne sont pas capables de réflexion vont rester derrière toi. Mais ceux qui sont capables de réflexion vont se dire, puisqu'ils n'aiment pas qu'on lui parle, tu vas tourner ton dos et tu vas te retourner, tu ne les verras plus. Et donc, à partir de ce moment, diriger, c'est servir. Et servir, c'est signaler l'avenir. C'est tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Et merci à Karl Blanchard, l'un des meilleurs types qui a enseigné, continue d'enseigner le leadership, qui l'a développé dans ses plus célèbres, ses best-sellers, comment développer son leadership et Manager Minute, avec d'autres chercheurs qui ont été co-auteurs de cela. Donc, pour moi, il faut que Paul Onkpe aille lire ces deux bouquins. C'est la consultation que je peux lui faire. Et s'il a encore un bout de temps, la vie ne s'arrête pas aux élections législatives de janvier 2023. C'est quoi, vous lui prédisez un échec? Non, pas du tout. Pas du tout. La FCBE, quand même, c'est le chef de file de l'opposition. Ben, écoutez, tous les partis politiques qui prétendent aller aux élections législatives de 2023 ont des chances de gagner, ou je vais parler de risques, ou les risques positifs de gagner, et ou encore les risques négatifs de perdre. Donc, chacun y va, et tout peut se passer, mais on peut analyser, on peut faire des analyses à partir de quelques signes de force, de faiblesse, et embrayer sur les opportunités, les menaces, selon les éléments qu'on a à notre disposition. C'est comme vous pouvez prendre des partis politiques comme l'UP, le Renouveau, où ça afflue de partout, au point où le président du parti lui-même, Joseph Diogbenou, en vient à dire, mais attention, c'est pas seulement les ralliements qui font le résultat. Ça veut dire que lui-même, il sait très bien de culture d'où il est et que vous pouvez, je vais faire une traduction littérale, à moins que vous me permettiez de le dire en forme. Allez-y d'abord. À Glouzamen dans divik banjo et non yon mencho et non ifarui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le bonheur en abondance, mais vous interrogez sur est-ce que c'est vraiment le bonheur, est-ce que je pourrais gérer, parce que de la manière dont vous développer votre capacité à gérer votre bonheur qui vous arrive dépend la jouissance et les conséquences positives que vous aurez. Parce que le bonheur peut, s'il est mal géré, vous conduire aussi vers l'échec. Donc, ces parties que vous appelez gros peuvent aussi échouer parce que constipés d'afflux de personnes, de groupes complètement incompatibles. Vous avez vu, il y a l'indigestion. Il y a des gens qui se sont affrontés comme pas possible il n'y a pas si longtemps dans des formations politiques qui se sont séparés et qui vont rallier la même formation politique après, se retrouvent ensemble. Et donc, je me dis, le Bénin politique est encore en pleine recomposition, en pleine restructuration, et des surprises peuvent arriver en janvier 2023. Ça peut venir de l'opposition, comme ça peut venir de plusieurs branches de la mouvance présidentielle. Mais par rapport à M. Onkpe, il aurait pu engranger des longueurs d'avance plus que ça. Mais bon, la vie aussi, c'est une marche. C'est de faire un pas, puis deux, puis trois vers l'avant. Il a commencé à se réveiller. C'est tant mieux pour la démocratie. Vous lui conseillez de continuer dans la même lancée? Ben, je suis pas son conseiller, mais pour l'analyse que je veux faire ici. L'analyse politique. Ben, si vous me demandiez. Ou le chroniqueur politique. Oui, de chroniqueur politique, si vous me demandiez, parce que chroniqueur politique, en 30 secondes, hein, j'ai mes sensibilités aussi, donc, je suis pas son conseiller, je vais pas faire le job à sa place, mais. Non, mais vous pourrez vous faire payer, hein. Ben, alors, qu'il aille vous voir, et puis, vous me voyez. Je ne suis pas votre agent. On verra bien. Je suis pas votre agent. Je peux ne pas être capable de faire la consultation aussi, quoique je puisse en développer petitement l'expertise, parce que mes sensibilités du moment peuvent ne pas me permettre aussi de. Oui, mais compte tenu des forces en présence, que lui suggérez-vous? Ben, je lui suggère d'incarner le personnage. Le chef de file de l'opposition. Voilà, c'est tout. En a-t-il les moyens? Au théâtre,
de bien jouer le rôle que le metteur en scène vous rentrez encore dans d'autres considérations parce que ça, c'est des allégories qui peuvent être retenues. Bon, c'est vous qui faites les interprétations. Ben écoutez, on n'en est pas là encore. Merci beaucoup. De toute façon, moi je prends bien sûr vos conseils à son endroit et j'espère qu'il nous suit et qu'il saura en tirer la graine. Merci vraiment à vous. Julien Kitty, au départ, c'était pas si évident. À l'arrivée, je vous ai dit, c'est un bon atterrissage. Je vous ai dit, c'est pas facile. Mais bon, j'espère que les amis vont se libérer la semaine prochaine et qu'on sera ensemble. Je rêve d'avoir un plateau où on se bouscule dans ce studio. Il faut que Kenyon Hilarion il revienne. Il va revenir. Tu lui as demandé s'il faut un tapis rouge ou un rituel. Il faut qu'il vienne. Casimir Pédio, il va nous sortir de ces trous de Agonli là-bas. Certainement, il viendra. Yves-Patrick Loco, le jeune, mais je l'appelle jeune journaliste de haut niveau. Lui, il nous a semé ce soir. Parce qu'il était sur d'autres fronts. On comprend tout ça. Merci à vous, Peggy, de rester toujours jeune malgré les cheveux grisonnants qui commencent à venir. Vous le savez très bien. Malheureusement que je peux pas être plus âgé que vous. Les âges ne nous grandissent pas, mais bon, on essaye de mériter. Mais comme du bon vin, vous bonifiez. Merci beaucoup. Ça, c'est surtout quand ça vient d'un jeune confrère. Oui. Allez, merci d'avoir été avec nous. Vendredi prochain, on sera encore ensemble. Inch'Allah. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h. Rediffusion dimanche, 17h. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.